Paris-Saclay est au sein d'INRAE d'AgroParisTech depuis plus de 40 ans, hein. C'est sur la sécurité des matériaux plastiques au contact des aliments et je vais vous parler de quelque chose, d'un sujet vraiment d'actualité. C'est les risques associés à la réutilisation et au recyclage des matériaux plastiques, qui est un sujet, vous allez voir, un peu chaud. Voilà. Je ne pratiquerai pas la langue de bois, alors je vais essayer de m'habituer avec ces outils-là. Alors, hop, OK. Alors, nous sommes localisés sur l'université de Paris-Saclay. Je vais très vite là-dessus. Rendez-nous visite, hein, les bâtiments sont publics, hein, nos labos sont publics également. Ça, c'est mon équipe, hein. Moi, j'appartiens à une équipe qui s'appelle modélisation et ingénierie par le calcul. Vous verrez rapidement que les risques, on est capable aussi de les modéliser. Moi, je m'occupe d'une équipe qui s'intéresse à la modélisation multi-échelle des phénomènes, de l'échelle des molécules aux échelles vraiment macroscopiques. On est capable de modéliser et simuler des phénomènes à des échelles extrêmement variées. Et c'est cette science-là qu'on va utiliser pour expliquer pourquoi il y a ou il y aurait des risques associés à l'utilisation de bouteilles de shampoing, de bouteilles qui ont contenu de pesticides pour revenir au contact alimentaire. Le danger, et vous allez le comprendre, provient du fait qu'il y a des substances, des produits précédents ou des actes mal intentionnés qui pourraient se retrouver dans la matière plastique et qui, si elle n'est pas décontaminée correctement ou pas tracée correctement, peut se retrouver dans l'aliment. Et c'est ces phénomènes-là qu'il faut gérer. Et ça commence à l'échelle des molécules. Donc nous, on a une spécificité, c'est que nos activités liées à la sécurité sanitaire des matériaux contact des aliments est associée au Laboratoire national de métrologie et d'essai, le LNE. Alors, si vous êtes sur le plateau, le LNE est localisé à Trappes, il est 20 km plus loin dans l'alignement. Nous sommes laboratoire national de référence sur les matériaux contact des aliments pour la Commission européenne. Donc, c'est une structure qui est officielle, hein, qui est labellisée. On est une petite équipe, hein, c'est 24 personnes, hein, 10 temps plein. Et je suis responsable scientifique de cette structure-là. Alors, les points de vue que je vais vous exprimer, hein, sont mes points de vue, c'est important. Alors, on a organisé un gros workshop avec la Commission européenne fin 2021 pour se poser 2 questions. C'est c'est pourquoi on avait vraiment un problème avec les emballages plastiques. Retenez bien qu'on s'était promis, depuis une réglementation de 1994 sur les déchets plastiques, c'est de réduire notre dépendance au plastique et de produire moins de déchets. Entre 2000 et 2019, on a doublé le volume des déchets plastiques. Au lieu de les réduire, on en a doublé l'utilisation. Et cette grosse part de surutilisation vient des emballages alimentaires. Et on s'était posé la question, quel est le problème avec notre réglementation et notre réglementation des matériaux au contact des aliments? Et on était arrivé à la notion, c'est que les matériaux au contact des aliments, en anglais food contact materials, aujourd'hui, pour des raisons de protection des consommateurs, de pureté des matériaux, on n'encourage pas des utilisations vertueuses de ces matériaux-là. C'était un problème important. Ce qui a été demandé en 2019, toujours la même année, donc ça c'est juste l'année avant le workshop qu'on organise, le Parlement européen a émis une obligation en direction de la Commission européenne de légiférer en extrême urgence sur l'utilisation des matières plastiques. La chose est faite. Le nouveau règlement sur la gestion des déchets et des matières plastiques avec des mesures extrêmement coercitives a été voté le 24 avril de cette année. Donc, il y a juste quelques semaines. Et avec des obligations pour le contact alimentaire d'utiliser de la matière recyclée. Donc, il y a 2 notions qui apparaissent dans ce règlement. Un, c'est que la matière recyclée doit être aussi sûre que la matière vierge, c'est quand même écrit explicitement. Mais par contre, on devra l'utiliser. Donc ça, c'est une obligation légale, hein. Et je vais vous parler de cette histoire, comment on en est arrivé là, à utiliser en abondance la matière plastique, les emballages, jusqu'au point où aujourd'hui, on ne sait plus comment faire. Et si on doit les utiliser de manière recyclée, il va falloir gérer des risques. Et avec les gérer, c'est un niveau de risque, une gestion systémique des risques. Alors tout ça, ça commence, hein, pour la partie emballage, hein. Nous qui venons du site de Massy, hein, à Massy, il y a un certain Nicolas Appert qui a développé cette technologie d'apertisation.
Ça, c'était en 1810, hein, c'est le mémoire qu'il avait soumis à Napoléon Ier. J'ai repris là, un siècle plus tard, en 1910, vous avez un petit journal qui s'appelle La Conserve alimentaire, hein, et il est écrit dans ce journal-là, si vous lisez en bas à droite, le règlement de 1908 précise qu'aucune substance alimentaire, donc aucun aliment, ne doit contenir des produits nuisibles ou des produits chimiques. Bien sûr, cette réglementation est obsolète, mais elle était déjà, c'est-à-dire on se posait des questions sur l'inertie, l'innocuité des matériaux d'emballage déjà au début du XXe siècle, avant la Première Guerre mondiale. À l'époque, c'est plutôt des problèmes de contamination au plomb. Et tout cela, vous avez plein de petits films dans ma présentation. Alors, je ne sais pas si on va avoir le son. On n'a pas le son. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais je partagerai ma présentation sous la forme de vidéo, hein. Donc ça, on est en 1964. Le matériau plastique qui domine, c'est le polychlorure de vinyle. C'est le PVC. Ça ressemble à peu près à vos matériaux actuels. Alors, ils sont produits, vous voyez, par... Alors, la production, ce n'est pas du soufflage. Le PVC, c'est de l'extrusion-injection, hein. Donc, ils sont injectés. Et les points d'injection, c'est au niveau du goulot. Vous verrez qu'ils coupent le goulot. Et alors, il faut couper les goulots. Ils s'en servent pour stocker de l'huile, pour stocker du vin à l'époque. On ne pense pas à mettre de l'eau dans des bouteilles en plastique, mais c'est le début de cette utilisation massive des plastiques. Et là, nous sommes en 1964, et si vous continuez ce film de l'INA, ils vont vous parler, y compris des risques chimiques, et comment ils les évaluent. Et ils se posent cette question-là, la journée pour les questions, mais comment mangeront-on, comment va-t-on manger à l'an 2000? Le film, c'est un film de 1964. Qu'on peut retrouver, hein, sur l'INA. Donc, comment on est arrivé entre 1964 et l'an 2000? Ben, on est passé par différents stades sur l'évolution des techniques de conservation, donc de la conserve métallique pour atteindre ensuite des emballages plastiques, avec un des summums, hein, d'ailleurs, hein, c'est le procédé Tetra Pak, hein, un emballage cartonné qui est livré sous la forme de rouleau. On ouvre, on fait un remplissage à chaud, stérile, c'est-à-dire il y a une combinaison de la machine, conditionnement, stérilisation. Euh, Après les années 2000, on parle d'emballage actif ou même intelligent. Et là, on dit que le summum, hein, c'est avoir 3 tranches de jambon ou 10 tranches de tomates dans une petite barquette en plastique. Et c'était présenté dans les congrès d'agroalimentaire comme étant quelque chose de louable. C'était la bonne direction. On allait coucher des substances antimicrobiennes sur le plastique et on allait avoir des capteurs sur cet emballage-là pour garantir que les tomates qu'on avait tranchées étaient propres à la consommation, qu'il n'y avait pas de développement microbien. Et on pensait que c'était l'avenir. Et on a beaucoup travaillé sur des sujets similaires. Pas moi personnellement, mais mes maisons, AgroPyTech et Inrae, beaucoup. Et vous, collègues, dans certaines de vos maisons, c'était le cas aussi. Tout ça, OK, l'emballage fantastique, OK, c'est sympa. Oui, c'est surtout production massive de déchets. Alors, au-delà des déchets, on a eu dans les années, alors début des années 2000, on va voir de manière concomitante, c'est-à-dire les premières crises sanitaires vraiment massives, celle du vernis de boîte de conserve, 1996-1997, c'est les débuts. Vous avez, je vais vous lister quelques crises, hein. Photo-initiateur isopropyl thioxantone, ça c'est 2005, plus gros rappel produit dans l'Union européenne. C'est des briques de lait de chez Nestlé pour du lait infantile. Des photoinitiateurs qu'on en trouve dans des céréales, les benzophénones, des huiles minérales, quasiment toutes cancérigènes si elles sont des molécules aromatiques polycycliques bien rigides avec 2-3 cycles à coller. Des substances qui ne sont toujours pas réglementées, vous les avez en haut en droite, c'est les substances biocides. Quand on vous parle de colle à l'eau, de l'encre à l'eau ou d'une colle biosourcée, ça signifie que si c'est une colle à l'amidon, il faut mettre 30% en masse de substances biocides qui vont donner des petites amines aromatiques. Et le problème qu'il y a à chaque fois, c'est un problème de transfert de substances des parois de l'emballage vers l'aliment. Ce qu'on vous représente ici sur le petit film, c'est comment évolue la concentration dans les parois, donc qui vous est représenté en orange. Quand les molécules sont transférées dans l'aliment, elles deviennent rouges, roses, assez bien grosses, hein. Et donc, un compartiment se vide et le compartiment aliment, lui, gagne en molécules. Ce que vous avez sur la partie droite, c'est des contaminations pas par contact direct, hein. Là, c'est la contamination par des huiles minérales pour des pâtes alimentaires, et ces huiles minérales proviennent du suremballage. Les grosses caisses américaines, les gros cartons là, sur le côté.
Vous avez ici, alors on peut penser, ah mais l'aliment, alors déjà on pensait que les aliments secs, ça ne se contaminait pas et que les cartons, d'ailleurs, il n'y avait pas besoin de les réglementer jusqu'en 2011. On pensait que ce n'était pas une source de molécules cancérigènes, pas du tout. Et le suremballage, n'en parlons pas. On pensait aussi que les aliments à queue ne posaient pas de problème. On n'aurait que des problèmes avec les aliments gras. Alors ça, c'est Elling, c'est le responsable du labo du Baden-Württemberg. Je lui avais pris quelques-unes de ses transparents. Il avait étudié la contamination par une amine aromatique primaire, la O-anisidine, en provenance de l'encre d'impression d'une serviette de table. Vous avez imaginé une famille allemande coupe des fruits, part en pique-nique et les emballe dans une serviette. Jusqu'à 20% de cette molécule cancérigène est transférée dans le kiwi. C'est quand même pas sympathique. Alors, je ne vous parle pas des plastifiants, hein, des phtalates, d'autres perturbateurs endocriniens bien connus. Alors, le problème qu'on en a, c'est que pour les matériaux, on a 17 groupes de matériaux que l'on gère dans l'Union européenne. On n'a pas du tout de réglementation harmonisée. Les plastiques, on a une réglementation harmonisée au niveau européen. Papier, carton, encre, colle, adhésif, tout ça, c'est géré ou pas par les États membres. Et on ne gère pas tout aujourd'hui, hein. C'est assez compliqué. Donc, on peut avoir un emballage composite, déjà qui a un problème de recyclage, et pour lequel les standards et les normes ne sont pas les mêmes. Pour certains, c'est simplement ne pas mettre en danger la santé du consommateur, c'est au moins le minimum. C'est ce que dit le règlement cadre. Et après, on peut avoir des substances. Les substances plastiques, elles, doivent appartenir à une liste positive et obéir à des règles de maximum d'exposition ou de limite de migration qui sont définies par la loi. C'est-à-dire, on peut avoir des molécules dont on limite l'exposition parce qu'elles proviennent d'un plastique, mais quand elles proviennent d'un autre matériau, c'est la fête. Donc, on a d'autres phénomènes aussi que l'on doit prendre en compte pour gérer le transfert de substances d'un matériau vers l'aliment, notamment l'affinité chimique. Alors, vous avez une situation à gauche, le petit film vous représente des molécules qui sont dans le matériau à gauche. À gauche, elles préfèrent le matériau, elles ont 50 fois plus d'affinité pour le matériau que pour l'aliment. Donc, c'est le cas, par exemple, d'un produit à queue. Vous avez de l'autre côté l'opposé. Les molécules ont 50 fois plus d'affinité pour l'aliment et vous voyez que le matériau se vide complètement de ces substances. Donc s'il y a des substances dans le matériau et que ces substances, on ne les maîtrise pas, c'est-à-dire parce qu'elles ne sont pas ajoutées intentionnellement, on peut avoir un niveau de migration et donc d'exposition de ces substances qui va dépendre de la substance, de l'aliment et éventuellement du matériau. Donc ça peut être un petit peu compliqué, il faut gérer tout cela. Un autre exemple, une autre démonstration de l'interaction entre un contenant et un contenu. Alors là, je l'ai tellement présenté à des congrès, hein, c'est le petit pot Blédina. Alors c'est une conserve, c'est-à-dire c'est un produit alimentaire que vous trouvez au rayon ambiant. Le matériau, c'est du polypropylène. Là, c'est une soupe de potiron qui a été stérilisée à haute température. Barème, c'est 12-13 minutes à 121 degrés, produit à destination des enfants. Et vous remarquez que le plastique est coloré en jaune. Vous pouvez essayer de le laver, hein, vous n'y arriverez pas, c'est comme vos boîtes de Tupperware, vous faites un taboulé à la sauce tomate, vous n'arriverez pas à les nettoyer. Et là, la substance qui a migré, c'est le bêta-carotène, hein. Le bêta-carotène, c'est cette substance-là, assez grosse, qui va migrer de l'aliment vers le matériau. Il va y rester. Et d'ailleurs, les matières grasses aussi, dans les conditions de stérilisation, 7% en masse, c'est-à-dire on va retrouver dans le matériau 7% en masse des substances qui proviennent de l'aliment. C'est-à-dire il y a vraiment un transfert de l'aliment aussi vers le matériau. Par contre, quand on est en retour à température ambiante, c'est que 2%. Mais vous imaginez bien cet effet de rinçage du matériau, hein, comme une éponge. Le matériau absorbe et le matériau relargue. Alors, pour comparaison, alors il n'y a pas de biphénol A dans du polypropylène, hein, quasiment pas, mais je vous ai mis la taille d'un biphénol A pour que vous comparez avec un bêta-carotène, hein. Si le bêta-carotène arrive à rentrer, vous imaginez qu'une petite substance qui ne serait pas visible, un biphénol A, ça n'absorbe que dans l'UV, est capable aussi de passer. Alors ça, c'est la plus grosse crise sanitaire que l'on a eue en Europe. C'est une molécule qui vient de l'encre d'impression. Et généralement, je pose la question à ces étudiants, c'est la question à 80 millions d'euros. Est-ce que vous êtes capable de comprendre? Il y a quelqu'un qui est mort dans une chambre d'hôtel, la porte est fermée de l'intérieur, la question, qui l'a tué? C'est le même exercice. Là, la substance, elle provient de l'encre d'impression. C'est un photoinitiateur. On l'a retrouvé dans le lait infantile. La brique Tetra Pak comprend une barrière absolue en aluminium. Rien ne peut traverser cette couche d'aluminium.
Comment se fait-il qu'une substance à l'extérieur de l'emballage, on a pu la retrouver à l'intérieur? Alors généralement, les étudiants passent pas mal de temps, ils n'arrivent pas à trouver. Je leur dis: «Ben voilà, bah, vous n'avez pas gagné les 80 millions, désolé». Alors ce qu'il faut imaginer, c'est que la la brique Tetra Pak, avant d'être une brique, est en rouleau et donc c'est pour former la brique, on va plier les bords et surtout dans le rouleau, on met en contact la face interne avec la face externe. On va redistribuer les contaminants. Et c'est comme ça qu'on contamine le liner interne avec les encres d'impression. Alors dans ce cas-là, c'est une substance non autorisée. Ils ont changé les cadences, ils ont changé le solvant. L'encre, elle a mal réticulé. On a tous les ingrédients pour avoir une catastrophe majeure. Alors, pour ce qui est des transferts, il faut intégrer des transferts non seulement quand l'aliment est à contact avec l'emballage, mais à tous ces stades. Là, vous avez quelque chose d'assez composite avec un bouchon comprenant un joint de la colle, vous avez un corps de bouteille également avec plusieurs composants. Et ces substances-là, elles ne vont pas rester dans le compartiment où elles étaient initialement. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai une substance de colle qui. On peut être exposé à la substance de colle parce qu'elle provient de la colle. Non, mais elle va se retrouver dans les autres couches. Et c'est quand on rajoute l'aliment, la chose que l'on fait, simplement, la seule chose. Oula, j'ai. Bon, je reviens à ma présentation. Ça c'est. OK. Et donc quand on rajoute de l'aliment, on rajoute tout simplement un compartiment. Pensez également qu'on a des étapes, hein. Par exemple, les films multicouches, il y a une étape dite en anglais de curing, hein. On va laisser les rouleaux, alors ces rouleaux qui vous sont mis là, présentés là, ils font à peu près 50 kilomètres de long. C'est des laits, il y a des laits de 3, 4, 8 mètres de large, 50 kilomètres de longueur et qu'on va mettre entre guillemets «à cuire» à 35-40 degrés pendant 3 jours pour aller faire réticuler les polyuréthanes. Alors, un petit souci, c'est que si cette étape de curing est mal faite, on va produire des amines aromatiques. Elles sont quasiment toutes cancérigènes, les amines aromatiques primaires. Donc ça, c'est des risques qu'il faut gérer. Et là, il n'y a pas l'aliment, mais on a une chimie un petit peu compliquée qu'il faut gérer. Donc, je vais vous présenter là maintenant une vue un petit peu générale de tous ces mécanismes-là de transfert, hein, de ce qu'on peut avoir, hein. Et surtout, ce que vous devez comprendre, c'est mon message, c'est le niveau de maîtrise qu'on atteint aujourd'hui. C'est-à-dire les risques, ils existent, mais on a les outils pour les gérer. Et on a les outils pour les évaluer. Alors là, je vous présente la diffusion de molécules dans la matrice polymère. Alors suivez la bille rouge dans l'animation à gauche. La bille rouge et les autres billes de couleur, c'est une molécule d'hélium. L'hélium, ça a à peu près la même taille, c'est un peu plus gros qu'un hydrogène. Là, les chaînes de polymères, c'est du polyéthylène de densité qui vous est représenté. Pour bouger, pour faire translater une molécule d'hélium, il faut bouger un hydrogène. C'est suffisant. Maintenant, vous avez sur la droite, c'est du méthane. Alors, le méthane, c'est plus gros. Alors, vous avez une bille jaune qui se balade là, on a des conditions limites périodiques, elle appartient à la molécule de méthane là-bas dans le coin en bas à gauche. Ce que vous devez voir, c'est que pour bouger un méthane, il va falloir bouger non pas un CH2, mais deux CH2, qui est le monomère. CH2, CH2, c'est le monomère du polyéthylène. Pour bouger un CH4, il faut bouger un monomère. Alors, quid maintenant, quand j'ai des molécules plus grosses, qu'est-ce qu'il faut bouger? Alors là, la molécule, c'est la méthoxybenzène. Là, on fait un zoom sur la boîte et après, on enlève le polymère et on vous montre que les molécules sautent. Elles sautent comme un peu à saute-mouton dans une matrice polymère. Donc là, pour qu'une molécule comme cela translate, c'est pas bouger un monomère, c'est bouger beaucoup de monomères pour faire fluctuer. En fait, la molécule, elle est dans un trou, dans une cavité. On appelle ça un site de sorption. Il faut modifier le contour de la cavité pour que la molécule puisse basculer et translater. Donc ça donne l'impression que quand on regarde sur des. Vous avez l'animation en haut à droite, c'est une cartographie des temps de séjour, hein, c'est-à-dire à fréquence régulière, on prend un snapshot de la localisation de la molécule, et vous voyez bien que les molécules, elles donnent l'impression vraiment de sauter. Alors quand on regarde ça vraiment dans le détail, on a mis en évidence deux choses. C'est qu'il y a deux fréquences de saut. Là, on regarde la fluctuation de la position du centre de masse de la molécule. Vous avez deux fréquences F2 et F1 qui sont associées à deux échelles de temps nécessaires pour que la molécule puisse réellement translater. Et là, la preuve de la translation, c'est qu'on a un bruit blanc ici, c'est-à-dire on a un spectre en fréquence qui est homogène, et on a réussi à montrer que ces types de molécules-là translatent
essentiellement sur leur section, sur leur plus petite section, hein. C'est là où il est plus facile de déformer la cavité. Donc on arrive à voir rapidement une relation entre le temps d'attente, la longueur du saut et la forme des molécules et leur géométrie. Donc ça va nous ouvrir des possibilités pour aller maîtriser un petit peu ces propriétés. Alors ça, c'est un logiciel que j'avais déjà développé il y a déjà un certain temps, hein. C'est en 2004, vous voyez le petit copyright en bas. Et on avait réussi à montrer déjà que toutes ces molécules-là ont les mêmes coefficients de diffusion. À l'époque, je ne savais pas trop pourquoi. C'était les outils mathématiques qui nous avaient dit. Maintenant, on sait, elles translatent à peu près toutes suivant des mécanismes à peu près similaires. Alors ces règles-là, vous allez me dire, mais ils font que s'amuser avec cela. Pas que ça. Ça, c'est aujourd'hui, c'est dans la loi. Les règles que je vous présente aujourd'hui, alors ça, c'est l'une des publications fondatrices. Vous avez les partenaires qui ont participé. On les a mis tellement dans la loi des plastiques qu'aujourd'hui, on autorise les essais expérimentaux, de la substitution des essais expérimentaux par du calcul mathématique. C'est reconnu en Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Chine. Donc aujourd'hui, vous avez le droit, pour démontrer que vous n'exposez pas le consommateur à une substance au-delà d'un seuil inacceptable, vous avez la possibilité de faire zéro manip, aucune expérience, que du calcul. Et ce n'est pas de la science-fiction, hein. Et aujourd'hui, pour utiliser la matière recyclée, les seuils sont tellement bas pour les substances cancérigènes qu'aujourd'hui, on ne sait gérer ces risques-là que par le calcul. La preuve, alors moi, je participe aux 2 guides. Je suis l'un des auteurs du guide à droite, qui est le guide européen. Vous avez le guide à gauche qu'on essaie de mettre à jour pour la partie FDA américaine. C'est justement, on reprend de manière assez pratique, hein, comment aller prédire ses propriétés, sachant qu'on ce qu'on souhaite, c'est pas avoir la valeur la plus exacte, mais surestimer le risque de transfert de ces substances. Alors, toujours comme dans mes cours, une petite question, pas 80 millions d'euros celle-ci. Vous avez, on va s'intéresser à la migration, au risque de migration, de transfert d'une substance, photo-initiateur, encre d'impression, c'est celle qui est utilisée pour imprimer le logo INRA. On va mettre dans le pot une petite soupe chinoise, remplissage à chaud, stockage long, réchauffage au micro-ondes. La question est, quelle est l'étape la plus critique en termes de contamination? Alors, généralement, aux étudiants, je leur donne y compris le résultat de la simulation. Je leur dis, ben voilà, là, sur la partie empilement des pots, ben, il n'y a pas d'aliment, concentration dans l'aliment zéro. Là, elle augmente un peu lors du remplissage à chaud. Par contre, elle augmente beaucoup lors du stockage et quasiment pas au moment où on réchauffe au micro-ondes. Et je leur pose encore la question, quelle est l'étape la plus critique? Alors, les plus malins, ils me disent, allez, c'est l'étape stockage. Alors, je demande pourquoi. Là, moi, je ne suis pas d'accord sur la raison du pourquoi. Alors, je vais vous montrer comment on doit évaluer les risques. Ce n'est pas forcément très intuitif quand ce n'est pas votre domaine. Si vous voulez évaluer la contribution d'une étape, vous devez toujours regarder la contamination dans l'aliment à la fin de toutes les étapes. Si vous voulez étudier la contribution de la première étape, vous l'enlevez, vous faites la même chose, mais sans cette étape-là. Si la concentration dans l'aliment est la même quand cette étape est enlevée que quand elle y est, donc ça signifie que cette étape n'a pas de contribution. C'est la manière dont vous devez faire. Alors, si on joue à cela, le gagnant est l'empilement des pots. Parce qu'une fois encore, vous rapprochez avec l'empilement des pots les substances du contenu alimentaire. Les substances qui étaient à l'extérieur, en fait, lors de l'empilement des pots, ont accès à la face interne et on redistribue les contaminants. On anticipe le transfert. Ces phénomènes-là, c'était ignoré par l'industrie. L'affaire Isopropyl-tioxantone avec Nestlé et Tetra Pak, hein, ils ont juré devant la Cour de justice qu'ils ne le savaient pas. Bon, manque de bol, on l'avait publié un petit peu avant. Mais c'est avec ça, c'est avec ces incompréhensions-là qu'on crée des crises majeures. Il a fallu rappeler 30 millions de litres de lait infantile. Alors je la présente parce que cette étude-là, elle a été extrêmement documentée. L'industrie s'est retournée contre la Commission européenne et contre ses experts, donc contre nous, et moi étant dedans à l'époque. Voilà, on a répondu dans la littérature scientifique que c'était prévisible. Alors on a développé, hein, ces concepts de manière très loin, parce qu'aujourd'hui on peut comparer ces risques-là. Alors on peut faire des approches un peu probabilistes, on peut combiner des substances, des modalités, des composants, et on peut avoir des nombres sans dimension
par substance, par design, et faire une étude comparative de dire, voilà, ce design-là, il est plus sûr que notre. Et on n'est pas limité ni en nombre de substances, ni en type de design. On peut aller assez loin. On est allé même beaucoup plus loin. Alors là, c'est quelques années plus tard. Là, on est sur des outils qu'on a développés pour le groupe Pernod Ricard. Donc là, on est sur des boissons alcoolisées. Et l'idée était, est-ce qu'on ne peut pas reconcevoir des emballages qui utiliseraient plus de matière recyclée, qui maintiendraient la durée de vie de l'aliment emballé et aussi qui minimiseraient la quantité de plastique que l'on va utiliser? Et est-ce qu'on ne peut pas combiner toutes ces approches prédictives pour évaluer, prendre une décision, s'il y a une décision à prendre, et puis si ça ne marche pas, on demande aux ordinateurs de reconcevoir complètement le matériau d'emballage. Alors, je vais vous montrer ce qu'on arrive à faire avec ces outils-là et des superordinateurs, parce que sans superordinateur, ça ne marche pas. On peut demander à l'ordinateur d'aller, là, vous avez sur la petite figure en haut à droite, c'est 900 bouteilles avec des géométries différentes qu'on a fait évoluer sur ordinateur pour l'optimiser leur design en 3D, puisqu'il faut qu'elles puissent être imprimées. Ces bouteilles sont destinées à être imprimées en 3D à la fin de la journée. Donc, il faut que mécaniquement, ce soit imprimable et qu'on n'ait pas de défaut et qu'on puisse mettre un liquide dedans. Donc, pas de pincement, etc. Donc, il y a toute l'optimisation mécanique. Il y a aussi toute la prédiction de la durée de vie de l'aliment. Et vous avez ici ce qu'on appelle un diagramme de Pareto, d'une certaine manière. Vous avez deux facteurs géométriques, l'épaisseur et la largeur de la bouteille. Et vous voyez qu'on a des préformes qui varient de 34 grammes à, je crois, 80, et j'ai même un 90 grammes, si on lit un petit peu de détail, là, il y a du 80. C'est-à-dire qu'on arrive à diviser par 2 la masse de plastique en jouant sur la forme et sur les dimensions de la bouteille. Et là, vous avez les formes optimales, hein, c'est-à-dire qu'elles vérifient à peu près les mêmes propriétés, qu'on va de 42 à 44 grammes. Hein. Et vous voyez, l'idée, c'est d'avoir des formes plus compactes. Alors ça, aujourd'hui, ça a été transféré au groupe Pernod Ricard, hein, dès 2018, dès 2019. Donc ça, le projet est publié. Enfin, c'est dans la littérature déjà. Ils arrivent à imprimer leurs bouteilles à la fin de la journée. Ah, ils les impriment en 3D, hein. C'est-à-dire, là, c'est des bouteilles en polyéthylène terephthalate. Alors, elles sont imprimées généralement plutôt avec une base de PLA, parce que généralement, c'est plus facile à imprimer. Mais ils peuvent imprimer carrément la bouteille et la soumettre au service marketing. Est-ce que acceptable ou pas? C'est pas de la science-fiction, hein, c'est-à-dire on peut aller très, très loin dans nos capacités. Alors maintenant, c'est quoi ces risques émergents? Alors les risques émergents, proviennent du fait de notre calendrier de pratique, hein, de dire: voilà, demain, on va utiliser plus de matières recyclées parce que Paris va être vert», hein. C'est Paris 2024, hein, déjà la petite vidéo. Vous avez Paris 2050 à droite, hein, et puis vous avez les emballages de demain. Alors dès 2025, hein, si on lit la loi AGEC, la loi française sur lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire, elle dit dès qu'au 1er janvier 2025, hein, donc c'est dans quelques mois, tous les emballages plastiques devraient être recyclés. Tous, déjà. Elle dit que dès le 1er janvier, il va falloir indiquer sur les emballages s'il y a des perturbateurs endocriniens et si ça peut être consommé par des enfants ou pas, ou par des femmes enceintes. C'est une obligation légale, hein. Et donc il y a des emballages qui ne conviendraient plus aux enfants. Déjà en restauration collective, les contenants en plastique ne doivent plus être utilisés s'ils sont réchauffés au micro-ondes. Oui, il y a des conséquences extrêmement importantes et en 2040, il y aurait plus d'emballages, plus de déchets parce que tout serait devenu réutilisable. Donc on a un calendrier à marche forcée. Alors on peut dire: tout ça, c'est super sympa, hein». Alors comme vous avez compris que ma casquette est plutôt évaluation des risques, donc on va passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. Ça, c'est l'idée. Alors, quand on passe du linéaire vers du circulaire, notre capacité à réduire les dangers est de plus en plus réduite. Donc si on ne peut pas réduire les dangers, il va falloir gérer les risques. C'est ça le problème. Et est-ce qu'on en est capable? Alors, tout est compliqué aujourd'hui, hein, au XXIe siècle, hein, tout est problème de conflit. Vous avez l'homme contre l'homme contre la nature, l'homme contre lui-même, l'homme contre la société. J'avais demandé à ChatGPT quelques images. Est-ce qu'il faut protéger les enfants, protéger la nature? Ah, c'est un grand dilemme, hein. Un bon problème d'optimisation mathématique. Alors, l'un des soucis, c'est que les déchets plastiques ne s'arrêtent pas d'augmenter. Ça, j'étais clair dès le début. Les rapports de l'OCDE sont clairs. Regardez ce que dit le rapport du Sénat, pollution plastique, une bombe à retardement. Regardez ce que dit Le Monde, hein. Le PDG7, alors ça c'est 2023.
Aujourd'hui, aujourd'hui, sans plastique, l'être humain ne sait ni se nourrir, ni se loger, ni se déplacer, ni se soigner. Voilà, donc la solution serait du zéro plastique. Pour nous qui venons du food engineering, hein, une discipline qu'on a contribué à créer, alors on pensait que tout allait être... Oh là là. Ok. On pensait que tout allait être simple, hein. Dans notre discipline. Dès les années 50, industrialisation des aliments, les chocs pétroliers, il faut améliorer l'énergie, gérer la sécurité sanitaire en lien avec l'activité de SSHA, hein, de cette société. Après, on a imaginé qu'il fallait améliorer les procédés, notamment en utilisant les ordinateurs, puis après les aliments, leur qualité nutritionnelle, et puis aujourd'hui, on dit One Food, One Earth, un aliment, une santé, et on demande d'avoir cette vision intégrée. Alors, c'est super sympa, on peut travailler sur tout ce qu'on met dans l'aliment, mais peut-on gérer ce qu'on n'est pas capable de maîtriser, notamment ce qui est apporté par des contaminations, hein. Donc ça, c'est compliqué. Si on va plus loin, hein, vous prenez, ça c'est New York Times, mois d'avril de l'année dernière, hein, ça a juste un an, hein, et on vous dit voilà, 60%, 70% des aliments emballés sont considérés ultra transformés et sont associés à un déclin cognitif. Là, je vous laisse lire, plus d'anxiété, plus de dépression, déclin cognitif. Alors ça, ce sont des études INSERM, on commence à y contribuer. On est au nord de Paris, c'est le réseau Nutrinet, hein, c'est sur des immenses cohortes, hein, qu'on commence à mettre c'est des immenses cohortes, c'est-à-dire on regarde les effets à long terme sur des quasiment 100 000 personnes suivies pendant plus de 10 ans. Regardez ce qu'elles mangent et regardez les pathologies qu'elles développent. Donc ça, that means One Earth, One Food, ça devient un petit peu compliqué. Donc on nous présenterait, c'est-à-dire notre discipline comme étant quelque chose qui ne serait pas très saine. Alors moi, je reviens un petit peu sur cette histoire-là. Pour ceux qui me connaissent, allez, un petit peu de chips, un petit peu de frites. C'est l'histoire de PepsiCo. Là, on est dans les années 30, cette grande dépression, il faut nourrir les hommes. C'est-à-dire, et il faut développer une agriculture un petit peu intensive, commencer à refaire de la patate, hein, des choses assez simples, hein. Donc, refaire des patates, il y a ce qui va devenir l'entreprise Frito-Lay et PepsiCo. Bah, ils commencent à mettre ces chips dans des emballages en carton. Alors, le problème des emballages à carton, c'est assez simple, hein. C'est que quand vous mettez des produits gras, ça s'imprègne assez rapidement et ça limite la durée de vie. Donc, au départ, la boîte s'appelle Gardner, hein. Voilà, le souci de fond que vous avez, c'est que l'emballage n'est pas compatible. Donc rapidement, ils vont se tourner vers des emballages type polyéthylène basse densité. Là, on est sur la marque Fritos, hein. Donc là, on est sur des emballages au polyéthylène. Là, on reconnaît les doseuses avec ce remplissage de la statistique. Et vous allez... Alors, le problème de ces emballages-là, c'est que le produit n'est pas protégé de l'oxydation, bien protégé de l'eau, c'est-à-dire qu'il ne reprend pas dans l'humidité, mais par contre s'oxyde. Donc, ça n'a pas des durées. On a un risque de gaspillage alimentaire. Et rapidement est arrivé ces emballages multicouches, ceux que vous connaissez aujourd'hui, avec un film d'aluminium à l'intérieur. On réduit le gaspillage, mais par contre, on a un emballage qui n'est plus du tout recyclable. C'est là le petit souci. Hop, hein. Pour vous montrer qu'on peut aller quand même assez loin. Alors ça, c'était... Ah, il ne va pas vouloir revenir en arrière. Ah, juste pour vous montrer, je fais juste un petit aparté, je n'ai pas pu m'en empêcher. Voilà, c'est les produits chips ou les frites, hein, c'est pas parce que c'est gras qu'il ne faut pas en manger et qu'on n'est pas sans solution pour aussi limiter l'imprégnation en matière grasse. Voilà, vous avez une petite étude qui vous montre, plus qu'une petite étude, on montre bien quand c'est que l'huile rentre dans les frites et on sépare même les événements entre comment elle rentre dans le bas de la frite et en haut de la frite et combien de gouttes font une frite. Et on arrive à montrer d'ailleurs qu'on peut diviser la teneur en huile par 2 ou par 3, hein. Donc, ce n'est pas la science-fiction, mais revenons un peu à nos moutons de la matière recyclée. Donc, on a des déchets plastiques. Ces déchets plastiques, ben, on va essayer. Alors, vous voyez, tout est un petit peu mélangé. Ils sont pré-triés quand même, c'est-à-dire pour séparer par type de matière. Vous avez ce mélange assez infâme qui va vous donner un granulé après coloré. Vous allez voir, il y a d'autres films en parallèle. Voilà, et vous avez ce granulé-là. Et la question est que ce granulé-là, en polyéthylène terephthalate pour celui-là, hein, est-ce qu'il est aussi sûr que de la matière vierge?
Et est-ce qu'on est capable de le prouver? Est-ce qu'on peut faire des barquettes sans aucun problème avec? Donc, les questions, et elles vont revenir là, les questions, c'est 1, est-ce qu'on est capable d'identifier l'origine des plastiques? Est-ce qu'on est capable d'identifier le taux de recyclé qu'il y a à l'intérieur? Et est-ce qu'on est capable de reconcevoir les emballages pour qu'ils soient recyclables sans trop avoir de gaspillage alimentaire? C'est pas gagné. Donc ça, c'est des questions un petit peu générales. Je vais vous montrer quels sont les enjeux pour le polyéthylène terephthalate. C'est qu'aujourd'hui, quand vous avez du granulé comme cela, on ne sait pas le reconnaître qui et quoi. Est-ce qu'il a été décontaminé? Est-ce qu'il est d'origine alimentaire? D'après la loi, 95% du plastique qui retournerait au contact alimentaire devrait être d'origine alimentaire au départ. Ça, aujourd'hui, on n'est pas capable de le faire. Il faut absolument prévenir ce qu'on appelle le risque de upcycling, que votre bouteille d'essence devienne un emballage alimentaire. Le downcycling est acceptable, mais comme la matière plastique alimentaire, c'est la moitié des déchets, si on veut protéger la planète, il faut boucler sur l'usage alimentaire. Donc c'est une vraie difficulté. Qu'est-ce qu'on retrouve dans du PET, dans vos bouteilles de détergent? Alors, c'est une étude de mon collègue Frank Weil du Fraunhofer à Freising. On va retrouver, lisez, regardez surtout la colonne génotoxique. Est-ce qu'on retrouve des substances génotoxiques dans le plastique qui est en contact avec du détergent? Vous voyez bien qu'il y a quelques substances qui s'allument, il y en a. Je vous prends ici un polypropylène, c'est-à-dire votre boîte de Tupperware. Sur la partie haute, c'est un polypropylène vierge. Regardez en chromatographie bidimensionnelle, c'est-à-dire un point, c'est une substance. Regardez pour un polypropylène recyclé, un point est une substance, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Petite expérience que nous, on a fait, notamment lors des étapes de recyclage, on s'est posé les questions, est-ce que 2 plastiques dans de l'eau, quand on les lave, est-ce qu'il y a un risque de transfert de substances? En oubliant complètement le problème des résidus, parce que bien sûr, il y a des résidus de produits, de détergents, et cetera. Mais la substance est dans le plastique. Alors la substance, on a choisi une substance polyaromatique, elle est de couleur rose, elle donne une couleur rosée. On a un plastique en haut et on a un plastique de réception en bas qui est au fond du petit bécher, séparé par 1 centimètre d'eau. Et la question, est-ce que les substances peuvent passer d'un compartiment à l'autre, hein? Alors, je vous donne les résultats. Regardez le tableau, parce qu'on a le résumé. Dans de l'éthanol, c'est-à-dire à 0%, c'est-à-dire de l'eau pure, on a 2% des substances qui peuvent être transférées en 2 heures. Et si on avait quelque chose d'un peu plus hydroalcoolisé, c'est-à-dire éthanol 30%, c'est la moitié de ces substances. Elles arrivent à traverser la couche de liquide. Donc ça aussi, sont des risques qu'il faut gérer, c'est-à-dire dans le cadre de l'économie circulaire. Et le problème que l'on a, nous, à gérer, alors ça devrait intéresser beaucoup ce que fait la SSHA, c'est comment on gère l'hygiène de ces produits alimentaires qu'on met en contact avec les emballages. Une manière de le gérer, c'est la traçabilité, parce qu'au moins la traçabilité, ça nous permet d'organiser le rappel produit. Quand on trouve quelque chose, on peut revenir à l'origine du problème. Si vous avez un problème sur une brique de lait, on vous retournera presque on donnera le nom de la vache, au moins de la coopérative agricole et des différents exploitants. Et par là même, s'il y avait un problème de développement microbien, une mamite particulière, on arrivera à remonter à cette trace-là. Maintenant, que se passe-t-il quand vous mettez une poubelle à l'entrée et que vous avez une bouteille de lait? Il est écrit sur l'emballage lait, c'est-à-dire toutes les bouteilles ont le même nom, et l'information qu'on dispose aujourd'hui, c'est la date de remplissage de la bouteille, mais qui ne nous dit rien sur l'origine de la matière du matériau d'emballage. Donc on ne gère pas la traçabilité aujourd'hui. Et pour demain, le demain c'est dès l'année prochaine, comment on va utiliser de la matière recyclée? La matière recyclée, si elle ne convient pas, va réduire la durée de vie des aliments pour limiter le risque de contamination. Certaines matières peuvent être utilisées que derrière des barrières, jamais en contact direct avec l'aliment. Certaines matières sont impropres aux produits gras, aux produits réchauffables micro-ondes, remplissage à chaud. On ne sait pas faire le contrôle aux frontières. Il va falloir déclarer les perturbateurs endocriniens, c'est la loi. Donc tout cela est un peu compliqué et il va nous falloir rapidement des nouveaux concepts. Alors nous, ce qu'on fait dans le cadre de notre unité mixte technologique SafeMat avec le LNE, on a 3 axes de recherche. Retour au contact alimentaire, l'axe 1. Axe 2, comment vieillissent les matériaux, parce qu'on les a toujours étudiés quand ils n'étaient pas âgés. Et axe 3, toujours développer l'axe d'ingénierie, c'est le seul moyen, c'est-à-dire d'avoir quelque chose de diffusable,
rapide. Alors, on a pas mal travaillé sur des outils qui nous permettent de reconnaître les empreintes dans les matériaux. Alors ça, c'est très proche de l'intelligence artificielle. Voilà. Rapidement, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On arrive à reconstruire des empreintes chimiques. On a créé un site qui nous permet de stocker les empreintes chimiques de la majorité des matériaux qui existent aujourd'hui. C'est utilisable aujourd'hui en routine pour suivre, j'ai rien demandé, ça nous permet de suivre en routine certains contaminants, d'orienter la matière vers les bons types de recyclage, de refaire de la conception si nécessaire. Et chose qui est assez rigolote, je veux arriver à mes conclusions, hein. C'est ce qui m'est demandé. Quand on a deux signaux chimiques, donc là c'est deux chromatogrammes en spectrométrie de masse, on est capable de mesurer la distance entre ces deux chromatogrammes et on a joué à cela sur la cartographie du polyéthylène terephthalate en provenance de 4 continents et on s'est posé la question, est-ce qu'on était capable de les tracer? Et aujourd'hui, on est capable de comparer la matière première, la matière recyclée à de la matière vierge par un critère de distance qui nous permet de trouver tout de suite si la matière elle est décontaminée ou pas, si elle était d'origine alimentaire, mixte ou carrément non nettoyée. On arrive à retrouver tout cela. Ça, aujourd'hui, c'est un vrai enjeu. On l'a appliqué à pas mal de situations, aussi aux produits cosmétiques, hein. Ça, aujourd'hui, le guide a été publié il y a un mois, hein. Donc aujourd'hui, quelles sont les perspectives? Un, c'est que le monde est en train de changer. Tout ce que l'on connaît, non pas qu'il va falloir l'oublier, il faudra le remettre en perspective. Il faut continuer à se former. Les problèmes ont changé, les connaissances ont changé, les manières de faire doivent changer. Donc on a créé une immense plateforme, qui est la plus grosse plateforme au monde sur la partie éducation, lifelong training, c'est-à-dire formation tout au long de la vie sur la partie emballage. C'est gratuit, c'est géré par 10 universités en Europe, avec plusieurs sites clones en Europe et aux États-Unis. Voilà, je suis l'un des premiers développeurs de ces approches-là. On commence à utiliser l'intelligence artificielle. Et qu'est-ce qui crée cette contamination des aliments? Je vous en donne une explication personnelle, hein. C'est l'ignorance. Et je vous donne une définition de l'ignorance. L'ignorance, c'est un rapport entre le quoi et sur ce que vous connaissez sur ce quoi-là. C'est ça, c'est-à-dire, pour moi, l'ignorance. Et vous avez une représentation de nos sociétés. Alors, c'est issu d'un document d'orientation de la Commission européenne. 4 avenirs possibles pour les grandes agglomérations européennes. Choisissez la vôtre. Voilà. Est-ce que vous voulez avoir des aliments pas chers, des aliments un peu plus chers, avoir une société qui coopère ou très individualistique, très individualiste en français? Voilà, ça c'est le futur. Ce qu'on vous demande, c'est les uns et les autres, prenez pas les problèmes par le petit bout de la lorgnette, pensez en grand. C'est extrêmement important, hein. Il va falloir traverser toutes ces échelles-là. Ça, je présente souvent mes travaux un peu comme cela. On va des molécules jusqu'aux très grandes échelles, hein, c'est-à-dire jusqu'à l'échelle de la planète, hein, parce que tout est lié. Et aujourd'hui, si j'étais aussi pas en avance, c'est on a sécurisé auprès de l'Agence nationale de la recherche un appel d'offres qui est doté de plus de 20 millions d'euros. On est en train de déposer une dizaine de projets. Aujourd'hui, l'Agence nationale de la recherche a reconnu que nous manquions de connaissances scientifiques pour gérer les risques émergents liés à l'économie circulaire. Ce n'est pas la science-fiction et on soumet tous nos projets le jeudi avant 11 heures. Donc c'est vraiment complètement d'actualité. C'est financé par France 2030. Voilà, et moi je dépose un immense projet qui s'appelle Twin Loop, hein. Vous avez quelques petites illustrations, hein. On est en train de réfléchir à demain. C'est vraiment l'utilisation massive de l'intelligence artificielle et des capteurs en ligne pour reconstruire ces empreintes. Je vous remercie pour votre attention. Du coup, par rapport à ce que tu viens de dire, donc pour le consommateur, ça risque d'être un peu compliqué, non? Le tri, on va parler du tri, en fait. On n'arrivera pas aujourd'hui à avoir des poubelles séparées. Si vous demandez à Citeo, ne le défend pas cette idée-là. Elle a été mise sur la table très très tôt. Donc il n'y a bien qu'une poubelle unique. Le tri se déporte vers les industriels qui gèrent cette économie circulaire. Donc vraiment, la clé qu'il nous faut, on a besoin de 2 outils. Un, de plus grande capacité de recyclage. Et de recyclage vers aussi du upcycling.
c'est-à-dire le recyclage chimique, devrait nous permettre à terme, c'est de prendre même de la matière textile qui est colorée, qui n'est pas du tout d'origine alimentaire, c'est des anciennes bouteilles, mais il y a très longtemps, en refaire des bouteilles. Mais là, il faut revenir au stade monomère. Donc il y a deux immenses projets aujourd'hui en France. Il y a le projet de l'ex-Kodak Eastman en Normandie, qui travaille sur de l'hydrolyse chimique. Et on a le projet d'une pépite française qui s'appelle Carbios, qui aujourd'hui travaille sur un recyclage enzymatique des polyesters et qui construit aussi une usine géante. Les deux usines pourront approvisionner 40% des besoins de la France en PET recyclé pour le contact alimentaire. Ce n'est pas encore la totalité. Voilà, c'est une des solutions qui compenserait, parce que là, le recyclage dont j'ai parlé, c'est essentiellement du recyclage dit mécanique, c'est par lavage à eau chaude. Ce qu'on appelle du recyclage physique, c'est par solvant ou CO2 supercritique, et avec des capacités qui sont limitées. Et là, il faut vraiment maîtriser le sourcing. Question que je me pose, c'est que ces approches-là, finalement, si elles fonctionnent, auraient pour objectif de maintenir dans des conditions plus satisfaisantes le maintien de l'utilisation des plastiques tels qu'aujourd'hui on les utilise. Aujourd'hui, alors, la question de fond, c'est si on transforme les aliments pas chez soi, il faut pouvoir les conserver. Donc, soit on utilise tous des contenants en verre. Pour 1 kg d'eau, il faut 1 kg de verre, avec tout le problème que ça va poser pour le transport, avec tout le problème qu'on va avoir en volume. Donc, ça pourrait être une solution. Sachant que le conditionnement métallique, ça pose énormément de problèmes. On n'a pas des fermetures aisées avec des conditionnements métalliques. L'autre alternative serait le vrac. Mais vous voyez bien que ça aussi, ses limites, parce qu'il faut qu'on soit assez proche de la transformation, hein. Dans ce cas-là, il faut que le supermarché devienne un site de transformation et vous récupérez un produit en vrac. Mais si le produit a été, quand vous mangez des pommes de terre, on a des productions qui sont saisonnières, il faut les conditionner, les stocker sur la durée. Soit on déporte le stockage, c'est-à-dire au lieu de chez monsieur ou madame tout le monde, on le déporte vraiment sur les sites industriels. Là, on pourra avoir du stockage en bulk. Mais il en restera quand même pas moins, c'est qu'on a besoin de conservation et de matériaux. Et le matériau crée un environnement avec une certaine asepsie. C'est-à-dire la notion d'hygiène, c'est que l'emballage est d'abord la barrière physique, chimique, microbiologique. Alors là où on a dévié de cet idéal-là de l'utilisation de l'emballage, c'est que l'emballage a été inventé au départ pour une toute autre raison. Pas du tout pour aller maîtriser l'asepsie. C'est pour avoir des aliments prépesés. L'emballage au départ, dans les années 50, quand on développe les supermarchés, parce que quand vous allez au marché, on vous pèse vos tomates, vos bananes. Quand vous allez, c'est-à-dire au supermarché, acheter des pâtes ou du riz, tout est prépesé. Et tant qu'on restera, donc, c'est peut-être ces usages-là où l'emballage n'est pas nécessaire, qu'on peut corriger assez vite, parce qu'on n'a pas de gros problèmes d'hygiène. On risque ni d'avoir trop de pertes, ni avoir donc pas trop de gaspillage et pas trop de risques. Et par contre, pour les autres usages où l'asepsie, alors il faut faire extrêmement attention si on ne veut pas avoir des morts, hein. Et là, l'emballage, il faudra quand même, est un mal nécessaire. Et il faut à nos industries un temps d'adaptation. On ne peut pas basculer d'un matériau à un autre. Donc aujourd'hui, ce qui est proposé, c'est une substitution du multimatériau vers le monomatériau pour favoriser le recyclage et demande à cette industrie, à procédé constant, d'utiliser de la matière recyclée. Ça, c'est l'intermédiaire. Sachant que la loi est claire. 2040, il n'y aurait plus de plastique dans votre poubelle. Tout devrait être réutilisable, réemployable. Et sachant que le plastique, c'est l'un des matériaux les plus légers, hein, que l'on a. Et le verre pose d'autres soucis pareils. Voilà, et le problème aujourd'hui, c'est la séparation entre les lieux de consommation et les lieux de production. On reste toujours sur un même problème. Est-ce qu'on peut nourrir Paris avec une agronomie urbaine? Ouais, pour les bobos parisiens, oui, mais ça ne nourrira pas tout le monde, et pas à des coûts raisonnables. Et aujourd'hui, il faut nourrir les hommes. Et puis arrêtons de voir le point de vue aussi trop nombriliste. J'ai assez travaillé pour les pays tropicaux. La question de fond, c'est comment nourrit-on la planète? C'est pas comment nourrit-on les Français ou nous qui sont plutôt favorisés,
c'est comment nourrir la planète. Et là aussi, il y a encore des problèmes. Tous les pays ne sont pas autosuffisants, loin de là. Et avec les problèmes de réchauffement climatique, on voit bien que les tensions vont. Donc il faudra stocker les aliments, il faudra les conserver. Ça a commencé, on a inventé l'écriture pour aller gérer nos stocks alimentaires, animaux ou végétaux. Donc on a inventé même la technologie, on a construit des grosses constructions. On va continuer. Et si on allait vers des monomatériaux, qui gagnerait? Le monomatériau. Le monomatériau idéal, si vous n'avez pas besoin de passage à haute température, pour faire simple, c'est une matrice vitreuse de type polyester. Le polyéthylène terephthalate n'est pas trop mal. Pas trop sensible à l'hydrolyse, même si c'est hydrolyse. Il y a des variants plutôt biosourcés, PLA, polylactide, qui est quand même plus sensible à la température, beaucoup plus sensible aux alcools. D'autres matériaux, on a travaillé dessus. Ça fera plaisir à certains que je parle un peu des polyhydroxyalcanoates. C'est un polymère d'origine cellulaire bactérienne. Le polylactide, c'est produit par polymérisation de l'acide lactique. Un vœu pieux, mais si on recycle, pourquoi pas, le polyéthylène terephthalate n'est pas trop mal. On n'a qu'un problème, c'est qu'on ne peut pas faire du remplissage à chaud. La température de remplissage à chaud, la température maximale tolérée par le PET, c'est 72 degrés. Le jus d'orange, en Europe, vous pouvez le conditionner dans une bouteille plastique à 72 degrés et le stocker à température ambiante. Aux États-Unis, l'USDA est clair, c'est produit réfrigéré. Il faut que vous imaginez, alors le jus d'orange est assez acide, mais on aurait un jus qui serait beaucoup moins acide. Le PET, c'est pas bon. C'est pour ça que vous avez des jus de fruits que vous trouvez uniquement au rayon frais. Non pas parce qu'ils contiendraient plus de vitamines, c'est pas ça la vraie question, c'est le développement microbien. Les pH ne sont pas assez bas. Et c'est ça. Et l'autre souci que l'on a derrière ces questions d'emballage, cette compréhension de ce qu'est l'aliment, ces interactions séant des aliments, génie des procédés et matériaux, mais elle se perd. Il y a quasiment plus d'écoles aujourd'hui où il y a les 3 volets. Et c'est ça, les solutions de demain, il va falloir réfléchir un petit peu. Et nous, on pense, le PET est une solution. Il faut qu'on autorise le recyclage des polyolépines, qu'on trouve des moyens, notamment des tracés proprement. Parce que le polypropylène, pour les conserves, on peut faire des conserves en plastique. Ça passe quand même en stérilisation, même s'il faut faire un petit peu attention, y compris pour les produits pour enfants. Et ça pourrait être recyclable. Mais il n'y a pas de solution miracle. Par exemple, d'autres soucis, je peux vous partager avec vous, c'est-à-dire les compotes. Les compotes, c'est remplissage à chaud 90 degrés. C'est-à-dire, c'est une pasteurisation légère, donc on est au-dessus de 85 degrés, donc on est bien en pasteurisation, mais remplissage à chaud à 90, donc on ne peut pas utiliser le PET. Alors, ils pensaient utiliser le polystyrène, qui n'est pas le meilleur matériau, parce que celui-là, on voudrait qu'il disparaisse. Migration styrène, éthylbenzène, cancérigène chez la souris, pas chez le rat. Je suis rapide, mais ce n'est pas le meilleur des matériaux. Alors, ils ont une base en polystyrène qui est assez rigide, mais ils combinent ça en multicouches. Alors, le problème de ces pots-là, épais, avec beaucoup de rainures, de renforts de structure, c'est pas recyclable. Et vous changez quoi que ce soit dans un matériau, vous changez la machine qui conditionne. Pour les industriels, c'est un vrai casse-tête. Déjà, il faut 1 à 2 ans pour aller avoir l'emballage, validation, durée de vie de produit. Et ensuite, il faut la conditionneuse qui va bien, parce qu'il faut quand même du débit. On ne va pas les remplir à la main non plus. C'est fini ces époques. Et c'est un vrai enjeu, mais massif. Et l'agroalimentaire, premier secteur industriel dans tous les pays développés, premier employeur industriel, premier secteur à l'exportation, c'est très gros. Et changer quelque chose, alors que c'est plein de petits PME, plein de petites solutions, parce que chaque produit est un petit peu différent. Donc, il va falloir réinventer massivement. Bon, merci à tous pour votre attention. Allez sur Internet, vous trouverez, tapez mon nom, Olivier Vitrac, sur Google. Vous trouverez pas mal d'informations complémentaires en libre accès. Merci à vous tous.